Bien, en tout cas, merci Didier de ton intervention. Alors, dans le quart d'heure qui m'est accordé, je voudrais vous donner quelques notions de pharmacogénomique et essayer de débattre d'un sujet un peu général et vous donner 3 exemples de ce qui a déjà été fait pour vous annoncer ce qui va être fait plus tard. Donc, la pharmacogénomique, c'est quoi? C'est que, en fait, nous savons que les réponses thérapeutiques, les variabilités interindividuelles sont considérables au traitement. Et que la pharmacogénomique, c'est quelque chose qui vous dit que ce sont les variations de l'ADN qui font que chez un individu donné, eh bien, vous allez avoir une influence différente des médicaments, aussi bien dans l'effet thérapeutique que dans les effets secondaires. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de nous dire, si on regarde l'ADN de nos patientes, on va pouvoir faire un ajustement de nos traitements, et particulièrement des doses, en fonction de la prédisposition génétique. Alors, quelques rappels simples. Vous vous souvenez que le génome humain a été décrypté, c'est quand même 3 milliards de paires de bases, mais que dans ce génome, il n'y a qu'une toute petite partie qui est en fait codante, et si on considère qu'il y a 3% du génome qui code, et qui va exprimer donc environ 25 à 30 000 gènes. Et un gène, c'est une structure d'ADN qui va donner une protéine spécifique. Donc ça, c'est de la conception générale. Et vous savez que lorsqu'on regarde les variations de l'ADN, et vous en connaissez, bien, si vous prenez un des brins d'ADN, vous voyez qu'on peut avoir un polymorphisme, et je vais vous dire ce que c'est une substitution d'une base par une autre, ou bien on peut avoir une délétion, et ça vous connaissez ça en cytogénétique, pardon, ou bien même on peut avoir une insertion ou une translocation. Donc en fait, ce qu'on appelle les polymorphismes, c'est exactement ce qui est représenté là. C'est ce qu'on appelle les SNP, c'est-à-dire Single Nucleotide Polymorphism, qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule base d'un des brins d'ADN qui est modifiée, et comme il y a 2 brins, forcément on regarde les 2 allèles. Et vous savez que dans les brins d'ADN, on a 4 possibilités, ACGT, et que le polymorphisme, ce n'est jamais que de regarder les variabilités qu'il y a dans une population entre la base que vous avez sur un site donné. Voilà, donc on définit un polymorphisme, parce que sinon tout le monde nous dirait j'ai des polymorphismes de tout. Non, il faut qu'il y ait au moins une fréquence de changement de base d'au moins 1% de la population. Donc je veux dire, ce n'est pas toutes les variations géniques. Il faut quand même qu'il y ait une fréquence donnée, et la définition du SNP, c'est donc un changement d'une base dans une séquence ADN sur au moins 1% de la population. Alors bien entendu, quel est le phénotype de ça? Eh bien, je dirais les 2 grandes catégories, c'est la thérapeutique, on est plus ou moins sensible aux médicaments, et le deuxième aspect, c'est les maladies chroniques, et particulièrement le cancer. Donc nos gènes font, et l'équilibre de nos gènes, et notamment les polymorphismes, font qu'on est plus ou moins susceptible d'une réponse thérapeutique, mais aussi de développer des maladies. Alors, les SNP, c'est donc environ 1,5 million identifiés, et ça a été mis en évidence par des chercheurs qui cherchaient des vraies mutations sur des longueurs plus grandes. Donc, on peut dire que les SNP, ce sont des variants de la normale. C'est une proportion de base dans un site donné qui varie dans la population. Alors, quelle est la stratégie pour découvrir des variants comme ça, qui sont proches de la physiologie, mais qui sont associés à des réponses thérapeutiques différentes? On a 2 approches, soit le génome entier, et ça c'est une longue bagarre, soit ce sont des gènes candidats, c'est-à-dire qu'on doit faire une supposition. Vous voyez, l'étude du génome entier, c'est je screen l'ensemble du génome et je vais à la pêche aux gènes. L'autre approche, c'est l'étude de gènes candidats, et là, vous devez sélectionner un gène sur la base de votre observation et du phénotype que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse thérapeutique à tel médicament. Ça, c'est le phénotype. Vous remontez au récepteur qui vous intéresse ou à l'hormone qui vous intéresse et vous regardez son gène et y a-t-il un polymorphisme au niveau de son gène? Donc, l'approche gène candidat, c'est d'identifier, vous le voyez là, il y a une identification d'un gène qui s'exprime ici, le gène B, qui s'exprime
de manière différente, on voit qu'un polymorphisme dans le gène B est associé à un comportement phénotypique différent. Alors, comment on fait pour identifier ces populations? Eh bien, on analyse sur des populations larges l'allèle A, l'allèle B du polymorphisme supposé. Alors, cet aspect méthodologique n'est pas très facile parce que vous devez définir le phénotype, par exemple la susceptibilité à un médicament, et puis vous devez définir la taille de l'échantillon en évitant les faux positifs et les faux négatifs. Et bien entendu, le risque, c'est l'hétérogénéité de la population que vous étudiez, et notamment l'ethnicité. Vous allez voir dans l'exemple que je vous montre tout de suite que d'un bout à l'autre du monde, on n'a pas les mêmes paires de bases, pas les mêmes polymorphismes. Donc la difficulté de cette étude de population, c'est qu'elle est forcément assez hétérogène. Alors, dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, quels sont les gènes d'intérêt pour nous? Eh bien, il y en a de deux types. Il y a ceux qui codent pour des récepteurs hormonaux, le récepteur de la FSH, le récepteur de l'estradiol et le récepteur de l'AMH. Et puis, il y a des gènes qui codent pour les hormones elles-mêmes, et je dirais que celle qui nous intéresse le plus, c'est la LH, l'AMH et BMP15, qui est donc un facteur ovocytaire. Je vais vous montrer trois exemples. Un qui est important, c'est le récepteur de la FSH, c'est là qu'il y a le plus de données. Et puis deux autres qui seront beaucoup plus brefs. Le récepteur de la FSH, comme vous l'imaginez, quand on traite avec de la FSH, c'est forcément pour nous très important de regarder ce récepteur. C'est Simony qui a publié ces données-là. Vous voyez le gène du récepteur de la FSH, ça c'est l'ADN, et là c'est la protéine, c'est le récepteur lui-même. Eh bien, elle a mis en évidence des modifications des bases en position 919 et 2039, qui correspondent en fait à des modifications sur le récepteur en position 307 et 680. Et vous voyez que là, on a soit, en fonction de la base qui a été là et là, on a soit une tréonine, soit une alanine, soit une asparagine, soit une sérine. Et en fait, ces deux sites sont très liés, ce qui fait que dans la plupart des études, on n'a regardé que l'expression en position 680, comme vous allez le voir dans les slides suivantes. Donc voilà, asparagine ou sérine en position 680 sur votre récepteur. Est-ce que ça modifie la fonction de l'ovaire? Alors oui, parce qu'en 2000, tout de suite après, le même groupe a montré que en sélectionnant, vous voyez, ils ont regardé uniquement le 680, asparagine et sérine, parce qu'en fait, ils sont complètement liés. Eh bien, qu'ont-ils vu? On peut être soit sérine-sérine, c'est-à-dire homozygote, soit asparagine homozygote pour l'asparagine, soit hétérozygote. Eh bien, quand vous regardez la FSH de base, vous voyez que les sérines-sérines ont une FSH plus élevée. Mais plus important encore, quand on les stimulait en fécondation in vitro, celles qui étaient sérine-sérine avaient besoin de doses d'ampoules supérieures. Donc, la combinaison allélique sérine-sérine était associée à des taux de FSH élevés et à des nécessités de doses de FSH supérieures. Alors, bien entendu, ça a déclenché un certain nombre d'études dans le monde. Et vous voyez qu'après 2000, en 2001, 2002, 2005, jusqu'en 2005, eh bien, différents groupes ont regardé les polymorphismes. Ils ont regardé le codon Singapour et le Japon, où on voit que la sérine-sérine, c'est 5 et 13. Bien, dans les autres pays d'Europe, eh bien, on est autour de 20 à 25 pourcentages de sérine-sérine qui sont pour nous, a priori, les sujets les moins bons répondeurs. Alors, à la suite de ces premières études, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'études entre 2000 et 2006 qui ont concerné l'étude de la sensibilité à la FSH. Eh bien, je crois que le seul message qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand faut-il penser à un polymorphisme sérine-sérine? Il y a une situation qui me paraît essentielle, c'est lorsque la FSH de base est supérieure à la norme de votre laboratoire, je ne vous donnerai pas la norme en fonction de l'âge et du laboratoire, mais que vous avez un compte de follicule antral qui est normal. C'est paradoxal d'avoir une FSH élevée avec un compte normal. Eh bien, c'est dans ce cas-là qu'il ne faut pas hésiter à demander l'étude du polymorphisme du récepteur de la FSH, et vous verrez qu'on trouve une plus grande fréquence d'homozygotes sérine-sérine. Et la raison est qu'il y a une moindre sensibilité
du récepteur qui fait que la nécessité d'une FSH circulante plus élevée. Alors, quel intérêt pour la stimulation? Comme François vous l'a dit, on est en général assez empirique, et cette étude-là est quand même très intéressante. C'est la dernière étude faite par l'équipe allemande de Manuela Simoni, et vous voyez qu'ils ont sélectionné, ils ont fait l'étude du polymorphisme avant, et ils avaient des patientes qui étaient sérine-sérine, qu'ils ont traitées à 150 unités, en sachant même qu'elles ne répondraient pas très bien. Asparagine 150, ils s'attendaient à une bonne réponse. Et pour démontrer l'intérêt du polymorphisme, ils ont fait un troisième groupe, sérine-sérine, où ils ont volontairement augmenté la dose. Sur les études antérieures qui leur avaient montré que quand on est sérine-sérine, on est moins une bonne répondeuse. Donc vous voyez un protocole adapté au polymorphisme. Eh bien, qu'ont-ils vu? Ils ont vu que la dose totale était forcément supérieure dans le groupe sérine-sérine de 225, 150, mais ce qui montre surtout, c'est que si vous êtes à 150 avec sérine-sérine, vous avez un faible taux de stradiol. Par rapport aux asparagines, c'est clair qu'il y a une différence significative. Mais le fait de donner une dose supérieure à 225 au sérine-sérine fait que vous rejoignez pratiquement le groupe des asparagines. En d'autres termes, quand on a une prédisposition sérine-sérine, on a un polymorphisme sérine-sérine, on a une prédisposition à une moindre réponse qu'on peut compenser par une augmentation des doses. Alors voilà la conclusion du groupe allemand. Ceci dit, ça n'a pas été démontré sur les follicules, les ovocytes et encore moins sur les taux de grossesse. Et l'équipe de Klinkert en Hollande ne retrouve pas tout à fait cette relation entre le génotype sérine-sérine. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait une moindre sensibilité à la FSH quand on est sérine-sérine. À l'inverse, vous savez qu'il y a des hyperstimulations spontanées qu'on voit chez des femmes qui ne sont même pas traitées. C'est lié à des mutations activatrices du récepteur de la FSH. Eh bien, on a regardé la fréquence des hyperstimulations dans nos protocoles de FIV. Eh bien, c'est le polymorphisme asparagine qui apparaît le plus fréquent. Donc, retenez qu'en position 680, eh bien, si vous êtes asparagine, vous êtes plus exposé à l'hyperstimulation. Si vous êtes homozygote sérine, vous êtes plus exposé à la mauvaise réponse. Voilà donc les conclusions concernant le récepteur de la FSH. Sérine-sérine, relative insensibilité, asparagine, relative hypersensibilité. Mais dans les deux cas, vous voyez que ça nous permet d'ajuster la dose. Deux exemples rapides. Le récepteur de l'œstradiol. Complexe. Le récepteur de l'œstradiol, vous savez qu'il y a un alpha qui est principalement dans la thèque interne et un bêta qui est au niveau des cellules de la granulosa depuis le stade primaire jusqu'au stade mature. On a longuement discuté dans l'espèce humaine, parce que chez le rat, c'est mieux démontré, que lorsque vous donnez de l'œstradiol, eh bien, l'œstradiol est nécessaire à la prolifération de la granulosa et provoque une up-régulation du récepteur de la FSH. Donc il est probable que l'œstradiol qu'on fabrique a un impact également au cours de la stime sur la qualité de la réponse, parce que vous allez peut-être devenir de plus en plus sensible à la FSH. Donc le polymorphisme des récepteurs d'œstradiol au niveau de l'ovaire était certainement important. Alors on sait que le récepteur alpha est codé par le gène ESR1 et le récepteur bêta par le gène ESR2. Alors on a décrit deux polymorphismes ESR1 et un polymorphisme ESR2. Et pour être simple, je dirais que le seul élément qu'on a trouvé pour l'instant, c'est que le polymorphisme sur le récepteur alpha, c'est-à-dire le gène ESR1, le génotype TT est associé à un nombre plus faible de follicules et d'ovocytes. En fait, ce que pensent certains, notamment De Castro, c'est qu'il y a une interrelation, c'est un modèle polygénique, et que l'interaction entre le récepteur de la FSH et le récepteur des œstrogènes est certainement important, ce qui, conceptuellement en physiologie, est tout à fait correct. Et ils ont essayé de définir un haplotype délétère en fonction des trois récepteurs qui expliquerait la mauvaise réponse chez environ 15% des patientes. Pour finir, la MH. Comme vous l'a dit Didier Devailly, la MH est exprimée dans la granulosa. On retrouve le récepteur R2, il y a deux récepteurs, le R2 est retrouvé dans
dans le vert. Et quel est le rôle de l'AMH? Régulation du recrutement par inhibition de la sortie du pool et régulation de l'effet de la FSH avec un effet inhibiteur. Donc l'AMH est une hormone qui, au niveau du follicule que vous allez stimuler, est capitale parce qu'il joue à la fois sur le recrutement et sur la maturation. Il est donc important de regarder non seulement l'AMH, mais son récepteur. Qu'est-ce qui a pu être mis en évidence dans les SNP de l'AMH et du récepteur? C'est principalement sur l'acide aminé 49 ou le 482 du récepteur de l'AMH. Alors, les données sont plus récentes. C'est le groupe hollandais qui a publié 3 papiers, 2 en 2007 et 1 en 2008 dans le JCEM. Bon, le premier, c'était sur la ménopause. Ils ont vu que lorsqu'on a un récepteur R2 avec un homozygostie GG, on avait une ménopause un peu plus précoce de 2,6 à 2,8 années. Mais le plus intéressant pour nous en termes d'AMP, c'est que là aussi, il y a un récepteur, il y a une homozygostie sérine-sérine pour l'AMH, qui serait associée à une moindre fréquence de PCO et à un nombre réduit de follicules. Là, ça a été fait sur une population d'ovaires polykystiques. Donc, on est encore aux prémices de nos connaissances sur les polymorphismes qui sont très nombreux. Et il est bien évident que les cliniciens qui s'intéressent à ça aujourd'hui et l'industrie qui s'y intéresse par rapport au support qui pourrait être fait pour ajuster les doses de manière individuelle, eh bien, on va balayer un certain nombre de polymorphismes, mais on ne peut pas aller tous azimuts. On va prendre la stratégie gène candidat, et nos candidats, c'est bien entendu aujourd'hui le récepteur de la FSH, le récepteur de la MH, le récepteur de l'estradiol, les récepteurs, et puis éventuellement les variants que nous avons vus sur AMH, mais également sur LH et BMP15 dont je ne vous ai pas parlé. Merck Serono est en train de mettre en place une étude internationale sur 17 pays, 70 centres, dont le but est de corréler de manière rétrospective la réponse que vous avez eue à un protocole agoniste long, qui est quand même le plus fréquemment utilisé, et avec les polymorphismes qui vont être déterminés rétrospectivement. Donc aujourd'hui, on est dans la phase, on a fait des suppositions géniques, on a un phénotype qui va être la réponse ovarienne, eh bien on va essayer de corréler le phénotype au génotype en regardant plusieurs polymorphismes. Donc c'est une étude qui s'engage maintenant et qui, à mon avis, est tout à fait passionnante parce qu'elle touche des domaines qui sont extrêmement variés. On trouvera probablement d'autres hormones d'intérêt, d'autres gènes candidats, mais j'espère pouvoir vous présenter d'ici l'année prochaine peut-être quelques résultats. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur la pharmacogénomique? Oui, Samir. C'est une approche passionnante, mais ma question plutôt se situe sur le plan éthique. Comme tu l'as dit justement, que les SNP va nous permettre d'avoir la cartographie globale. Oui. Et l'une des vertus des SNP, c'est d'avoir du gain ou de perte sur tel ou tel chromosome. Ma question est la suivante. Si on constate quelque chose, entre guillemets, anormal, autre que le variable que tu cherches, que doit-on faire de cette info? Non, parce que, enfin, tu es d'accord que le SNP est un variant de la normale. Donc le SNP, on va étudier un génotype particulier sur le récepteur de l'estradiol, sur le récepteur de la FSH, et on va regarder l'allèle, les deux allèles. Toi, tu me dis, si par hasard, en élargissant et en faisant une approche génome plus large, eh bien, et qu'on trouve des mutations, des choses, comment on va le manager? C'est ça ta question? Pas te répondre parce que je pense que les puces qui vont utiliser là pour faire cette étude seront vraiment ciblées sur. Non, parce que nous, il y a 1 500 000 SNP, mais parce qu'on en trouve partout des variations d'allèles, c'est assez obligatoire. Je vous rappelle qu'il faut quand même une fréquence de 1%. Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut être amené à découvrir des choses, et que je crois que l'éthique de cette étude est de se limiter aux polymorphismes que nous avons préalablement prédéterminés par l'analyse de la littérature. Mais bon, je ne peux pas te dire plus parce que je ne sais pas quel est le risque ou la chance.
Si c'est la chance d'être prix Nobel, ça vaut peut-être la peine, non? Oui, Patrice. De toute façon, c'est une étude du génome, et il y a une législation en France qui est assez précise. On doit faire signer des consentements aux patients pour leur expliquer sur quel gène on étudie la mutation et qu'à la limite, on ne peut pas rechercher autre chose. C'est passionnant. Le problème, c'est que ça va être l'interprétation, parce que des polymorphismes, il y en a des milliers, et il y en a même dans les séquences régulatrices des gènes. Oui. Et c'est vrai que regarder l'ensemble, ça va être à interpréter certainement très compliqué. Oui, mais je crois que l'idée, c'est d'avoir une approche relativement simple dans un premier temps. Je suis d'accord que le polymorphisme se complique. À un moment, tu montrais une étude qui disait qu'il ne retrouvait pas la corrélation. Peut-être que dans ce groupe-là, il y avait des polymorphismes sur les séquences régulatrices qui faisaient qu'on ne retrouvait pas effectivement la corrélation. Là, ils ont étudié un polymorphisme, il y en a certainement plein d'autres. C'est ça le souci, en fait. Charles, 2 secondes peut-être. Non, juste une question. Dans l'étude projet Merck-Serono, est-ce qu'il est prévu de faire une dose de départ fixe? Non. Ou est-ce qu'il est prévu... Je t'interromps. Ouais. C'est rétrospectif. C'est-à-dire qu'on va classifier les patients en 4 groupes. Réponse normale, mauvaise répondeuse, réponse subnormale et hyperstimulation. Donc on va prendre des protocoles longs traités par de la FSH. On va les mettre dans ces cases. Il en faut 1500 pour arriver à mettre en évidence des choses à peu près significatives. Donc on va recruter 1500 traités par agonistes. On va les mettre dans une des 4 cases, répartition 300, 300, 600 et 300. Et puis on va faire le polymorphisme de 12 gènes. Voilà, pas plus. Mais c'est la première étape. Mais c'est vrai qu'on ouvre une boîte de la génomique qui est assez complexe et longue. Pardon? Le coût? Vous connaissez peut-être Cornelius Lamballe qui travaille à Amsterdam. Lui, il le fait couramment. Ça coûte 70 francs à l'époque, ça fait 10-11 euros. Le récepteur de la FSH. Parce que le danger, c'est ce que je disais à un moment, c'est de dire que cette patiente a une FSH élevée, je la récuse. Il y a un cas auquel il faut faire attention, c'est que cette discordance avec le compte de follicule antral, la FSH est élevée pour compenser un seuil trop faible, et cette patiente répondra à des doses sans doute un peu plus fortes, mais très bien. Donc 10 à 11 euros pour le récepteur de la FSH. C'est pas très cher. Ça se demande dans n'importe quel labo ou ça... Non, je parle pas de l'étude, je parle de ce que... Non, je réponds. On le trouve à Paris, on le trouve en France. Mais bon, il faut s'adresser à des gens qui s'intéressent à la génétique. C'est des généticiens, c'est pas des labos de ville en général. J'ai une question sur le phénotype en cas de polymorphisme du récepteur de la FSH. C'est une situation isolée ou est-ce qu'on peut se retrouver avec d'autres polymorphismes au niveau de la thyroïde, de la surrénale? Tu sais, on est bourré de polymorphismes. Oui. Nous n'avons pas le même génome. Le polymorphisme, ce n'est jamais que comme les yeux bleus et la couleur de la peau. Ce n'est jamais que des variantes de la physiologie. Mais des variantes qui sont à une fréquence d'au moins 1%. Parce que sinon, on aurait trop de variants. Donc en fait, quand je dis on s'intéresse au polymorphisme du récepteur de la FSH, mais on a tous 1500 à 2000 polymorphismes en nous. Donc en dehors de la réponse ovarienne, on considère qu'il n'y a pas d'autres phénotypes? Ben nous, c'est le phénotype qui nous intéresse. Oui, mais il y en a des tas d'autres. Celui qui fait un nodule de la thyroïde, il a probablement un récepteur de la TSH qui n'est pas le même que celui il y a un polymorphisme du récepteur de la TSH. Tu comprends? C'est vrai dans tous les... C'est un schéma que j'utilise ici pour la physiologie de l'ovaire, mais qui se reproduit. Pourquoi il y en a 1,5 million? C'est parce que ça touche tous les organes. Il y a quand même des maladies des récepteurs qui touchent indifféremment les ovaires. Bon, c'est rare, mais les ovaires, la thyroïde, l'axe gonadotrope, etc., etc. Tu vas appartenir à un polymorphisme peut-être très fréquent pour la thyroïde et très rare pour l'ovaire. Bon. C'est une question de répartition.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y en a pas, je remercie encore les laboratoires Merck et Renault, François et Didier pour leur intervention. Merci.